Donc propriété globale de la continuité N, on n'a plus le chiffon là. On nous l'a surprisé. Quelqu'un l'a volé en nous. C'est là. C'est là. Bon ben je vais en chercher un côté. Faut le garder avec nous. Quoi ? Fond est fait. On va voir. Donc jusqu'à présent, on a étudié la continuité en un point. Et donc c'était une notion locale, c'était exactement une notion de limite dans le cas particulier où petit a est un élément de i. Maintenant, on va voir, deuxième aspect des choses, ce qui n'est plus commun avec les suites, les propriétés globales de la continuité. Et on va avoir une continuité sur tout un intervalle et pas seulement en un point. Donc le premièrement, c'est continuité sur un intervalle. Donc les branquignoles qui déconnent depuis tout à l'heure, ils comprennent qu'ils ne voient rien, donc ils bougent. Voilà. Comment passer pour un touriste en 5 minutes. Donc définition. On prend toujours f, notre application qui va de i dans R. Je vous rappelle que i c'est un intervalle non vide, non réduit à un point, donc ce qu'on appelle un intervalle non trivial. On dit que f est continu sur i. F est continu en tout x0 appartenant à i. Donc on passe de la continuité en un point à la continuité en chaque point. Et leur ensemble est noté. Stéron de i dans R, donc les fonctions continues de i dans R, ou tout simplement c de i. Si on travaille qu'avec des fonctions à valeur dans R, on a juste à préciser sur quel intervalle elles sont continues. Donc évidemment, tout ce qu'on a fait en un point dans le grand 1, on va pouvoir le faire en chaque point dans le grand 2 et avoir des théorèmes d'opération sur les fonctions continues sur un intervalle. Donc premier théorème d'opération. Donc on prend f et g, deux fonctions continues sur i. Je prends lambda et mu de réel et je prends h, une application continue sur un intervalle j. Le but c'est qu'on puisse composer aussi, f et j on ne peut pas forcément les composer, mais que je veux composer h et f, donc je vais imposer que f de i soit inclus dans j, pour que h rond f ait un sens. Alors, premièrement, la fonction lambda f plus mu g est continue de i dans R. Donc on peut faire des sommes et on peut faire des produits par une constante. Deuxième propriété, f fois g est continue de i dans R. Donc ça correspondait au deuxièmement de notre théorème d'opération. Le troisièmement, c'est le passage à l'inverse. Si f ne s'annule pas sur i, alors la fonction 1 sur f est continue de i dans R. Et puis le quatrièmement, c'est la composée.
la fonction h rond f est continue de i dans f. Donc voilà exactement ce qu'on appelle les théorèmes d'opération. Somme, produit, quotient et composition. La démonstration est très simple. On applique les théorèmes d'opération du grand 1 en chaque x0 appartenant à i. Et on va dire, puisque par exemple f et g sont continues sur i, alors elles sont continues en x0. D'après le grand 1, par exemple, fg est continu en x0. Comme x0 est quelconque, ça veut dire que fg est continu sur i tout entier. Donc on fait ça pour chaque. Donc démonstration, je mets juste appliquer les théorèmes d'opération du grand 1 en tout x0 appartenant à i. Et donc ça va donner tout un tas de fonctions continues. Par exemple, les fonctions polynomiales les fonctions polynomiales, on parle de la fonction x, qui a x associe x. Elle est continue, bien entendu. On peut faire des produits, donc toutes les puissances de x sont continues. On peut multiplier par des constantes et on peut ajouter. Donc tous les sommes de ak x puissance k sont continues. Donc toutes les fonctions polynomiales sont continues sur R tout entier. Ensuite, si on veut passer aux fonctions rationnelles, les fonctions rationnelles, c'est le quotient de deux polynômes. Donc il peut y avoir des valeurs interdites. Il peut y avoir des valeurs qui annulent le dénominateur. Mais à partir du moment où l'intervalle ne contient pas de valeur interdite, on aura la continuité en vertu de ce résultat-là. Donc on peut dire que les fonctions qu'on appelle rationnelles, on viendra sur les polynômes et les fractions rationnelles dans un chapitre un peu plus loin, les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition. Dès qu'elles existent, dès que le dénominateur ne s'annule pas, alors elles sont continues. Et puis évidemment, il y a toutes les fonctions usuelles qu'on a rencontrées. Le ln, l'exponentielle. Le ln est dérivable par construction, donc il est continu, l'exponentielle, etc. On reviendra sur tout ça à la fin du chapitre. On a déjà toutes ces familles-là. Alors une conséquence de ça, je pourrais prendre par exemple h égale la fonction valeur absolue. On sait que la valeur absolue, elle est continue sur R. En 0, on l'a démontré. On a démontré la continuité en 0 en faisant en 0 plus et en 0 moins. Mais ailleurs qu'en 0, il n'y a aucun problème. Puisqu'ailleurs qu'en 0, soit on est en un point positif, elle vaut x, donc c'est continu. Et soit elle est en un point négatif, et autour de ce point, elle vaut moins x, et c'est continu. Donc il n'y a que la continuité en 0 qui pose problème. Donc cette fonction-là est continue sur R. Donc si j'applique ça à h, ça va me donner que si f est continu sur i, alors valeur absolue de f, qui est égale à h rond f, est continue sur i. Donc on peut passer à la valeur absolue et on conserve la continuité. Alors dans la pratique, comment ça se passe? Mais dans la pratique, ces théorèmes d'opération règlent le problème presque partout. S'ils règlent partout, c'est vraiment que c'était facile. En général, il y a un ou deux points délicats qu'il faut qu'on étudie à la main, en cas particulier, mais partout ailleurs, c'est continu. Donc, par exemple, donc, je mets juste remarque, dans la pratique, pour montrer qu'une fonction f est continue sur i, on applique les théorèmes d'opération, parce que votre fonction f, il a bien fallu la définir d'une manière ou d'une autre. Pour la définir, il a bien fallu prendre une formule qui va comporter des sommes, des produits, des quotients. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Donc on applique les théorèmes d'opération
partout où cela est possible, donc vous étudiez par exemple une fonction sur R tout entier, et puis vous dites par théorème d'opération, elle est continue sur R privé de 0 et 1, par exemple. Et puis ensuite, les deux points qui posent problème, ben, il faut les étudier à la main. Pourquoi ils posent problème? On peut très bien avoir, si on a une certaine formule à gauche de 0 et une autre formule à droite de 0, forcément 0, il faudra l'étudier à la main, parce qu'on ne sait pas si le raccordement se fait bien. Parce qu'on peut avoir une valeur qui pose problème d'un coup, et puis on a pris une valeur arbitraire en un point. Voilà. Donc, partout où cela est possible, et ailleurs, on étudie, je mets entre guillemets, à la main. À la main, ça veut dire système D, quoi. On se débrouille, on improvise devant. Il n'y a pas de règle universelle pour étudier une continuité en un point. Il y a tellement de raisons qui peuvent faire que la fonction n'est pas continue qu'on ne sait pas laquelle peut vous être opposée à vous. Par exemple, regardez, je reprends mon exemple favori. Je prends f, l'application qui a x associe x sinus 1 sur x si x est différent de 0 et 0 si x égale 0. J'ai un petit peu tordu par rapport à l'autre jour. L'autre jour, c'était sinus 1 sur x. Là, c'est x sinus 1 sur x. Son graphe, eh bien, puisque le sinus oscille entre moins 1 et 1, quand on multiplie par x, ça oscille entre moins x et x. Comment ça se comporte en plus l'infini? En plus l'infini, le 1 sur x tend vers 0. Donc, grosso modo, ça se comporte comme 1 sur x. On dira que c'est équivalent à 1 sur x. Quand on multiplie par x, c'est équivalent à 1. Donc, ça va tendre vers 1 ici. Et puis, ça va venir faire quelque chose comme ça. Et au lieu d'osciller entre les deux droites, 1 et moins 1, comme l'autre jour, on va osciller entre moins x et x, puisque tout est compris entre moins x et x. Donc, en fait, la courbe est dans l'entonnoir. Elle va forcément aller vers 0 ici. Et puis il y a la même par imparité de l'autre côté, par parité. Maintenant il y a le x est pair, mais je fais que d'un côté. Donc on voit bien que cette fonction, elle va être continue en 0. Elle est obligée d'aller vers 0, 0 que j'ai opportunément pris comme étant la valeur en 0. En revanche, si on prend un chapitre d'avance, elle ne va pas être dérivable. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? La pente, elle fait quoi? La pente, elle fait ça. La pente, elle oscille entre moins 1 et 1, la fonction oscille entre moins x et x, la pente oscille entre moins 1 et 1. Si vous regardez, la pente, elle fait ça, et elle va osciller sans arrêt entre moins 1 et 1. Donc, il n'y aura pas de limite à la dérivée. La fonction, elle ne sera pas dérivable. Donc ça, ce sera un exemple qu'on verra dans le chapitre sur la dérivation, comme exemple de fonction non dérivable. Et après, on mettra un carré ici. Quand on mettra un carré, ce sera dérivable. Parce que quand ce sera un carré, ça oscillera entre x2 et moins x2. Et là, ça va faire pareil, ça va venir comme ça. Ça va être dans l'entonnoir aussi, mais comme les deux courbes partent avec une pente horizontale, eh bien la nôtre, elle va être obligée d'arriver aussi avec une pente horizontale. Donc là, elle va être dérivable. Mais elle ne sera pas de classe C2. À chaque fois, on va gagner un cran dans la régularité, mais ça s'arrêtera un cran plus loin. D'accord. Donc ici, on commence avec la continuité. Ailleurs qu'en 0, il n'y a aucun problème. Ailleurs qu'en 0, 1 sur x, c'est continu. Le sinus, c'est continu. On compose, c'est continu. On fait le produit par x qui est continu, c'est continu. Ailleurs qu'en 0, il n'y a rien comme problème. Donc on dit tout de suite, par théorème d'opération, f est continu sur R étoile. Donc les théorèmes d'opération nous ont permis de résoudre la question de la continuité partout sauf en un point. Et puis maintenant on se place en ce point-là, en 0, et puis on regarde ce qui se passe. Alors ici il se trouve qu'on va y arriver sans trop de problème parce qu'on peut dire que pour tout x différent de 0, la valeur absolue de sinus 1 sur x c'est plus petit que 1. Donc la valeur absolue de f de x, c'est plus petit que la valeur absolue de x. Je multiplie par x, par valeur absolue de x des deux côtés, pour avoir ce résultat. Ça, c'est vrai pour x différent de 0, parce qu'ici, il fallait que x soit différent de 0. Mais cette formule-là, elle est vraie aussi en 0. Parce que moi, si je veux faire tendre x vers 0, il faut que ma formule, elle soit vraie partout au voisinage de 0.
Quand x tend vers 0, c'est qu'il décrit un intervalle de la forme moins alpha, alpha. Donc il y a forcément 0 dedans. On ne peut pas tendre vers 0, parce que tendre vers 0, c'est pas forcément que comme ça ou que comme ça. Tendre vers 0, ça peut être tendre vers 0 en oscillant des deux côtés. Et on va passer une infinité de fois par la valeur 0, si ça se trouve. Donc il faut bien que la formule soit vraie aussi en 0. Donc maintenant qu'on a ça, on peut dire que... Bon, ça on a vu. C'est pas jusqu'à quand. La femme de ménage ce matin a dû se dire ouais, il est sale ce chiffon. On va le mettre au sale. Mais ils n'en mettent pas à la place. Donc pour tout x, ou alors c'est un blaireau de supin qui l'a pris, c'est aussi possible ça. Ouais, ça doit être ça. La valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue. Et puis évidemment elle est positive. Ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc par théorème des fonctions encadrées, f de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Elle est coincée entre deux fonctions qui tendent vers 0, donc elle tend vers 0. Et il se trouve que, comme on est des petits malins, 0 c'était justement f de 0. Donc on a bien f de x tend vers f de 0 quand x tend vers 0, donc f est continue en 0. Elle était continue sur R étoile, elle est continue en 0. Conclusion. F appartient à C de R dans R. Voilà, donc les théorèmes d'opération, partout où c'est possible, ça règle en général une infinité de cas. Et puis il n'en reste que quelques-uns. Si les théorèmes d'opération ne réglaient pas une infinité de cas, on serait quand même assez mal partout. D'accord ? C'est-à-dire qu'il resterait une infinité à faire à la main et ça peut être long, une infinité à la main. Bon, quelques autres petits résultats autour de la continuité globale. Remarque, si f de i dans R est continu et j est inclus dans i. Donc je prends un sous-intervalle de i. Alors, eh bien on peut dire que f restreinte à j est continue sur j. Et en fait, on dit aussi que f est continue sur j. C'est un peu bête de mettre deux fois j. C'est bête de mettre j et ici et ici. Quand on dit f est continue sur j, même si f n'est pas défini que sur j, si on dit que f est continue sur j, ça veut dire qu'elle est continue en tous les éléments de j. Donc c'est pas la peine de mettre f restreinte à j, on a précisé que c'était sur j qu'on se plaçait à la fin de la phrase. Alors, pour justifier ça, soit on dit c'est évident, en fait, démonstration. Premier point, juste dire, si f est continue en tout x0 appartenant à i, en particulier, f continue en tout x0 appartenant à j. Puisque tous les x0 de j sont en particulier dans i. Donc si elle est continue en tous les points de i, elle est continue à minima à ceux qui sont des éléments de j. L'autre façon de voir les choses, si on veut frimer, mais des fois c'est bon de frimer quand même. En maths, ça sert à ça, sinon... Eh bien, c'est de dire que l'application f restreinte à f, c'est f rond. Vous vous souvenez de notre fameuse injection canonique d'inclusion? JF, c'est pas FE, nous c'est J. Bon, c'est un peu con, de toute façon, c'est JJI. Grâce à l'injection canonique d'inclusion, on va de J dans I, et on compose avec F, et l'image d'un X, bah, c'est F rond J de X, ça fait F de X. Donc en fait, on a cette égalité-là. Celle-là, elle est continue. Celle-là, bah, c'est X donne X, elle est continue. Et c'est simplement une composée de deux fonctions continues. Et par théorème d'opération, on a vu qu'une composée, c'était continu. Mais c'est vraiment un très très gros argument pour une conclusion facile. Si c'est vrai en tous les points du grand intervalle, c'est vrai en particulier en tous les points du petit. Ok. Remarque suivante.
Au lieu de restreindre l'intervalle, on va chercher à l'agrandir maintenant. Je vais considérer ABC 3 réels. Non, mais c'est pas 3 réels en plus. Ça, c'est le truc chiant à expliquer. Alors, ABC, appartenant à R bar, croix R, croix R bar. Tel que A inférieur à B inférieur à C. Donc A, ça peut être moins infini ou un réel. B, il est coincé entre A et C, donc en fait, il est forcément réel. Et C, ça peut être plus l'infini ou un réel. Et je prends F. Alors là, vous n'allez pas comprendre la notation, mais c'est pas grave. De AC dans R. Mais en fait, je me fous de savoir si les bornes sont ouvertes ou fermées. Donc je mets juste un trait. Quand on met juste un trait, ça veut dire ça pourrait être fermé ou ça pourrait être ouvert. Ça n'a pas d'importance. Je vois des regards perdus. Des gens qui se disent mais qu'est-ce que je fais là? Comment vous voulez que j'écrive ça? Il faut juste comprendre ce que c'est, quoi. C'est l'intervalle AC, mais on ne sait pas s'il y a dedans ou pas, et on ne sait pas si c'est dedans ou pas. Peu importe. Pourquoi pas quoi? Voilà, ça se défend, quoi. On ne sait pas de quel côté mettre le crochet, donc on ne le met pas. Et on suppose que F restreinte à AB, donc A, on ne sait toujours pas, mais B, il doit être fermé, et continue sur AB, et F restreinte à BC, et continue sur BC. Ce qui est important, c'est ça et ça. Il faut qu'en B, ce soit fermé des deux côtés. D'accord? Mais en A, on s'en fiche, et en C, on s'en fiche. Alors, F est continu. Sur AC. C'est qu'on peut raccorder comme ça en B, mais il faut qu'on ait la continuité en fermant l'intervalle pour B des deux côtés. Je tente une très délicate aspersion. Peut-être ça va suffire. C'est pas. Je n'ai peut-être pas été assez délicat. Alors, démonstration. On prend un x0 appartenant à AC. Et en fait, il y a trois cas. Soit c'est à gauche de B, soit c'est B, soit c'est à droite de B. Si x0 est strictement plus petit que B, eh bien f est continu en x0 parce que l'application qui f restreinte à AB est continue en x0. La continuité en un point, on a dit que c'était une notion locale. Donc ça ne dépend que des valeurs qui sont tout près de cet élément. Donc si vous prenez une fonction qui fait ça, et vous la raccordez avec une qui fait ça. Si vous vous placez en x0 ici, mais autour de ce point-là, f, elle se comporte exactement comme la restriction à AB. Donc si la restriction est continue, f est continue, parce que ça ne concerne que les valeurs qui sont autour de ce point. Vous avez dit qu'il faut absolument qu'autour de B, ça soit fermé. Oui. Si c'est ouvert, il faut qu'on étudie le point B. Ouais. Maintenant, si x0, tu vas voir comment on va faire en fait. Si x0 est strictement supérieur à B, f est continu en x0, car f restreinte à BC est continu en x0. C'est-à-dire que sur un voisinage, ces deux applications coïncident. Donc si l'une est continue, l'autre est continue.
Et puis si x0 égale b, alors là c'est un petit peu plus compliqué. Si x0 égale b, on peut dire que f restreinte à a, b fermé est continue. Donc f est continue à gauche en b. Regardez mon dessin, ici au point B, à gauche, c'est continu parce que c'est continu sur tout l'intervalle qui est situé à gauche. Et comme f restreinte à b fermé c est continu, donc f est continu à droite en b. Et on a vu dans le paragraphe sur les limites à droite et les limites à gauche que si f est continue à droite et à gauche en un point, alors elle est continue en ce point. Donc avec ça, on peut dire alors f est continue en b. Il faut que ce soit fermé, parce que si ça faisait juste ça, ça, ce ne serait pas continu. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que f restreinte à AB ouvert est continu, mais si on restreint au fermé, il faut qu'on prenne cette valeur-là aussi. Or là, ce n'est pas continu en ce point-là. Donc la continuité de celle-là, là, en B, c'est la continuité de f à gauche en B. Et la continuité de celle-là en B donne la continuité à droite de f en B. Continuité à gauche, continuité à droite, on a la continuité. Okay. Donc dans tous les cas, f est continue avec ce 0, que ce soit avant, après ou en B. Donc elle est bien continue partout sur l'intervalle AC. Voilà. On peut juxtaposer deux fonctions continues du moment que on englobe bien B à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la même limite à droite et à gauche. Il ne faut pas qu'il y ait une limite à gauche et une limite à droite qui soient distinctes. Il faut que ce soit la même limite à droite et à gauche et que cette limite soit aussi égale à la valeur de f en ce point. Okay. Non, t'as pas de question? Non. C'est des gestes bizarres. Dernier résultat pour ce premièrement. C'est une propriété que j'aime bien parce qu'elle n'est pas compliquée à démontrer, mais en même temps, elle vous montre bien l'intérêt de la continuité. C'est quoi pour nous l'intérêt de la continuité? Eh bien, c'est la chose suivante. Si f de R dans R est continue, et si je suppose qu'elle est nulle sur les rationnels, et pour tout R appartenant à Q, f de R égale 0. Des rationnels, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a vu que Q était en bijection avec N. Des irrationnels, il y en a beaucoup plus. Donc là, on n'a pas énormément de résultats. Eh bien, alors, f est nulle. Si elle est nulle sur les rationnels, elle est forcément nulle partout. C'est-à-dire en beaucoup plus de points que ce qu'on pensait au départ. Et donc, ce résultat, il montre la chose suivante. Comment on est passé de N à Z? Pour passer de N à Z, on a pris les opposés. Comment on est passé de Z à Q? On est passé par quotient. Et comment on est passé de Q à R? On est passé par continuité. Par passage à la limite. C'est ça la façon de passer de Q à R. Et on le reverra dans quelques exos. Mais c'est parce que par construction même, un réel, c'est une limite. On a vu, nous, tout réel est limite d'une suite de rationnels. C'est ça l'idée. On a des rationnels, on fait des suites de rationnels, et on garde toutes leurs limites possibles. Et ça fait tous les réels. Du coup, ça a un lien avec la densité de c'est pas un lien avec la densité, c'est un lien avec le fait que tout réel est limite d'une suite de rationnels. Alors, on l'a démontré, nous, on a dit que c'était équivalent à la densité, donc oui, ça revient à ça, mais c'est pas exactement le résultat de densité. C'est parce qu'on a ce résultat sur la limite. D'accord. Oui. Oui. Bah, tu vas voir. Démonstration. On choisit X appartenant à Q, à R. Et on utilise ce que je viens de dire. On sait que il existe une suite R indice N de rationnels tels que
R indice n tendent vers x. Tout réel est limite d'une suite de rationnels, donc x est limite d'une suite de rationnels. Or, pour tout n, R indice n est un rationnel. Donc si j'applique l'hypothèse, ça me donne que f de R indice n égale 0. Et donc en particulier, ça tend vers 0. Mais Rn tend vers x. Et f est continu. Donc, f de Rn tend vers f de x. C'est le fameux théorème qu'on a vu dans le paragraphe lien avec la convergence des suites. Et donc, par unicité de la limite, f de x égale 0. Comment on conclut? Ça, c'est pour passer pour un Charles. Moi, c'est pas f de x égale 0, je voulais c'était f égale 0. Méda. Mais ça, Clinet, c'est pas ce qui lui vient en tête le premier. Voilà. Là, je trouve qu'avec cet exercice, c'est pas un résultat foudroyant en soi. On va jamais s'en servir de ça cette année. D'accord? C'est pas le résultat qui compte. C'est comprendre que l'intérêt de la continuité, c'est le passage de Q à R. À chaque fois que vous aurez un résultat sur des rationnels et qu'il faudra voir ce qui se passe pour des réels, ce sera un passage à la limite qui sera utile. Voilà, on le reverra dans différents exos plus tard. Ça termine le premièrement, c'est-à-dire un petit peu les généralités sur les propriétés globales de la continuité. Maintenant, on a deux gros morceaux à digérer. Deux gros morceaux, mais deux théorèmes fondamentaux qui vont nous montrer des choses fabuleuses. On voit que dans la démonstration, f de Rn égale 0. C'est imparable comme truc. Faut juste se laver les yeux à l'eau froide et regarder quoi. Donc deuxièmement, le théorème des valeurs intermédiaires. Vous allez comprendre que c'est peut-être pas exactement ce que vous pensiez. Et puis surtout, vous allez comprendre qu'il y a une démonstration. Et ça, vous le pensiez peut-être pas. Donc, comme toujours, on va faire l'énoncé mathématique du TVI, c'est-à-dire la forme sur laquelle on va le démontrer. Et puis ensuite, il y aura sa conséquence intuitive, sa conséquence pratique sur la façon dont on l'applique. Mais le théorème, il n'est pas ce que vous pensez. Le TVI, c'est le suivant. On choisit f de i dans R avec i, je le réécris ici parce que c'est fondamental. I, un intervalle. On l'a dit au début du chapitre, oui. Mais vous savez, c'est un peu comme le résultat quand on dit si f' égale 0, alors f est constante. Le fait que c'est un intervalle, on l'a mis au début du chapitre, puis quand on a fait l'exemple avec arc tangent x sur x, on trouvait un truc bizarre, elle était constante, puis elle valait 1 ici, puis moins 1 ici, parce que c'était constante sur chaque sous-intervalle. C'est un petit peu la même idée ici. Il faut que ce soit un intervalle. Et on suppose, évidemment, sinon on n'est pas dans le bon chapitre, f continue. Donc deux hypothèses. F continue, I intervalle. Alors, f de i, qui est maintenant un petit peu familier, c'est une image directe, f de i est aussi un intervalle. Ça, c'est la façon mathématique de présenter les choses. Intuitivement, vous comprenez ce que ça veut dire. Si f de i est un intervalle, c'est que toutes ces valeurs se tiennent en un seul bloc. Donc, entre une valeur et une autre, toutes les valeurs sont atteintes. Donc, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Dès que f prend une valeur lambda et une valeur mu, toute valeur entre lambda et mu est aussi prise par f.
C'est ce qu'on donnera comme conséquence. Mais nous, on va le démontrer sous cette forme-là. D'accord? Il est court, hein? En fait, d'habitude, on peut dire juste une phrase, c'est l'image continue d'un intervalle est un intervalle. Voilà la façon la plus courte d'énoncer le TVI. Mais l'image continue, il y a un moment, ça va... Donc, il faut me dire, on suppose que f est continu, que i est un intervalle, alors f de i est un intervalle. Bon. J'ai écrit 2 fois le mot intervalle, il n'y a pas beaucoup de propriétés où on l'écrit 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion centrale. Je vais mettre un petit rappel d'un truc qu'on a vu dans le chapitre 7. On a vu que les intervalles de R sont les parties convexes. Vous savez, les vélos qui n'ont pas de guidon, là. Et l'île avec les crocodiles. Hein, sont les parties convexes de R. Convexe, ça veut dire que on peut relier en ligne droite 2 éléments de I quelconques. Et donc ça veut dire que I intervalle veut dire que pour tout AB appartenant à I, le segment AB est tout entier inclus dans I. Donc si on prend 2 éléments de I, toutes les valeurs comprises entre ces 2 éléments sont encore des éléments de I. On va se servir de ça. Donc maintenant, on va démontrer. Pour démontrer que f de i est un intervalle, je vais choisir 2 éléments de f de i. Et il faut que je démontre que tous les éléments entre les deux sont encore dans f de i. Donc je vais choisir un y1 et un y2 appartenant à f de i. Alors pour ne pas passer pour un rigolo, je vais supposer que y1 est plus petit que y2, puisque je vais parler du segment y1, y2, autant que je sois sûr de mettre à gauche le plus petit, puis à droite le plus grand. Donc on suppose que y1 est plus petit que y2. Et on veut démontrer que le segment y1, y2 est inclus dans f2. Donc je vais prendre un y appartenant à y1 et y2, et on va démontrer que y appartient à f2. Donc soit y appartenant à y1, y2, montrons que y appartient à f2. Bon, il y a un cas qui est trivial déjà. Si y égale y1, c'est évident. Si on a tapé juste sur une borne, si y égale y1, comme y1 est dans f de i, bah y est dans f de i. Pareil, si y égale y2, ça marche. Donc premier point, c'est OK si y égale y1 ou y égale y2. Vous ne me mettez jamais OK dans un devoir, d'accord? On ne se parle pas comme des potes dans un devoir. L'an dernier, il y a Edwige qui me l'a mis 2 fois, ça m'est souvenu jusqu'à la fin de l'année. Je l'ai charrié avec ça tout au long de... On ne met pas OK dans un devoir. On met le résultat est trivial, clair, évident, je ne sais pas quoi. Mais encore évitez. Parce que des fois, ça vous semble évident. Et puis quand ça l'est pas, on passe vraiment pour un rigolo quand on met que c'est évident et que le truc est en fait horriblement compliqué à démontrer. D'accord? Donc mettez, c'est pas très dur si vous voulez, mais pas au-delà. Hein. Donc, mais moi je me permets parce qu'on n'est pas attendez. Ouais. Donc, tant que je mets pas de notes, on est potes. Si y égale y1 ou y égale y2, c'est évident. Donc maintenant, on suppose que y appartient à l'ouvert y1, y2. Je vais traduire mon hypothèse. L'hypothèse, c'est que y1 est dans f de i et y2 est dans f de i. Ça veut dire quoi, y1 appartient à f de i? Il existe, enfin, x1 on va dire, puis il y aura x2 après. x1 appartenant à i tel que f de x1 égale y1. Donc, je le fais pas en même temps. Par définition, il existe x1 et x2 appartenant à i tel que y1 égale f de x1 et y2 égale f de x2. Donc je vais faire mon dessin. On va essayer, je vais essayer de faire pas trop mal pour une fois. Ça va être un vrai changement.
Voilà. Je prends une fonction qui fait quelque chose comme ça. Parmi les valeurs qu'elle prend, je prends un certain y1 ici et un certain y2 ici. y1 est une valeur prise par f. Donc par exemple, alors il se trouve qu'elle est prise plusieurs fois. y1 elle est atteinte ici, elle est atteinte aussi ici, peu importe. Elle n'est pas forcément monotone, ni strictement monotone. Elle n'est pas forcément bijective. Ça, c'était votre corollaire du TVI, où c'était bijectif, mais nous, c'est pas ça. Donc voilà, peu importe, il y en a un, x1, ici, où ça vaut y1. Et puis il y en a un ici, il se trouve que là, il n'y en a qu'un, bon, voilà, ça peut arriver, x2, où ça vaut y2. Le problème, c'est qu'on voit bien ce que je fais sur mon dessin, mais peut-être dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça, parce que je ne sais pas, moi, si x1 est plus petit que x2 ou pas. Elle aurait très bien pu, j'aurais pu prendre, je sais pas, moi, y, elle aurait pu redescendre, quoi. Imaginez que la fonction elle fasse ça, elle redescende, hop, et puis peut-être que le x1, j'aurais pu le prendre très loin, et puis que le x2, il aurait été avant. Donc moi, j'ai besoin de savoir leur position. Si x1 n'est pas plus petit que x2, eh bien, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que le graphe, on le retourne comme ça. D'accord? Parce que si on retourne comme ça ne bouge pas y1 et y2, mais ça va retourner x1 et x2. Et si j'arrive, moi ce que je vais faire maintenant, c'est prendre un y par exemple ici, et je vais chercher à montrer que y c'est f de quelque chose. Ben, si je fais ça, si j'arrive à le démontrer en ayant fait le demi-tour comme ça, ben, ça marchera aussi dans ce sens-là. Donc on va dire la chose suivante, quitte à remplacer f par... C'est quoi la fonction quand on fait comme ça? Moins. Ah non, moins f, tu fais comme ça. F de moins x. F de moins x. Youssef a parlé. On met pas de moins devant f. Si on met de moins devant f, toutes les valeurs deviennent l'opposé. On garde f de quelque chose, mais on met moins x, comme ça, ça va faire passer de l'autre côté de l'axe des y tout le graphe. Donc, quitte à remplacer f par f de moins x, on peut supposer que x1 est plus petit que x2. Ah ouais, j'ai oublié un cas, putain. C'est ça qui est chiant au début. Si y1 égale y2, c'est évident. Il faut que je le mette là. Ah, si je l'ai marqué. Mais non, c'est pas cela. Déjà, si y1 égale y2, ok. Sinon, 2 points. Si y1 égale y2, là-dedans, il n'y a qu'un élément. Et cet élément, il est dans f de i. Donc on a bien l'inclusion, c'est direct. D'accord. C'est un peu couillon de prendre 2 fois le même, mais ça peut arriver. Voilà. Donc ici, je peux dire la chose suivante. x1 ne peut pas être égal à x2. Ouais. Je n'ai pas compris dans le deuxième cas déjà, avec le coup, si on a le et, on a déjà le Ouais. Ça me sauve en fait. Je te remercie, Gaspard. Mais ce cas-là, ouais. Si y1 égale y2, j'ai même pas besoin de prendre y. Lui, je peux le mettre là en fait. On veut démontrer ça. On dit si y1 égale y2, c'est évident. Sinon, on prend y là. Si on a pris une borne, voilà, c'est vraiment 2 choses différentes quand même. Même si on aurait pu la regrouper. Tout ça pour dire, comme f de x1 qui est égal à y1 est différent de y2 qui est égal à f de x2, alors on peut dire que x1 est strictement plus petit que x2. Ils ne peuvent pas être égaux x1 et x2 parce que sinon y1 est égal à y2 et c'est un cas qu'on a à l'instant exclu. Alors je vais vous expliquer sur le dessin ce qu'on va faire. Pour montrer que y appartient à f de i, vous voyez sur le dessin ce qui se passe. Y, il est par exemple l'antécédent de lui. Ou alors il est l'antécédent de lui. Voilà ce qu'on va faire. On va regarder
tous les éléments où c'est l'image par f est inférieure à y. Vous voyez sur mon dessin, je tire à droite comme ça là. Où est-ce que f est inférieur à y? F est inférieur à y là-dessus. Là, elle est passée au-dessus. Elle est inférieure à y. Là, la pente est presque verticale. Hein. Hop. Hop. Là-dessus. Et après, elle repasse au-dessus de y. Et ce que je vais faire, c'est démontrer que cet ensemble, il admet une borne supérieure. C'est lui. Et le sup, il va convenir. F du sup, ça va faire exactement y. C'est plus petit parce qu'il est collé à l'ensemble. Et c'est plus grand parce que sinon, on pourrait agrandir l'ensemble bleu et le sup, il serait ailleurs. On va démontrer tout ça tranquillement. Donc, on va poser un ensemble. E, c'est l'ensemble de tous les x. Alors, je ne vais pas faire tout à fait comme sur mon dessin. C'est les x compris entre x1 et x2, tels que f de x égale y. Non, tel que f de x est plus petit que y. Donc en fait, je ne prends pas lui. Je prends que ceux qui sont entre x1 et x2. D'accord? Cette partie-là, je ne la prends pas. Peu importe. Ou si vous voulez que je la prenne, je change le dessin. Oh monsieur, pas ça. Eh ben si. Hop. Et il est là avec ça. Je peux tout à fait le prendre de l'autre côté. Donc il y aurait ce petit bout-là et ce petit bout-là. D'accord? Je veux pas que ce soit un intervalle, sinon c'est trop particulier. Donc je veux vraiment qu'il soit en deux parties. On va démontrer que E admet un sup, et on va démontrer que ce sup convient. Donc d'abord, pourquoi est-ce que E est différent du vide? Il y a qui dans E? Il y a x1. Parce que x1, il est bien dans le segment x1, x2. Et x1, il vérifie bien f de x1 plus petit que y, parce que f de x1, ça fait y1. Et y1, il est bien plus petit que y, parce qu'on a pris y dans le segment y1, y2. Et on sait que y1 est bien plus petit que y2. Bon, bref, voilà. Donc car x1 appartient à E. Par quoi il est majoré, E? Non. Par x2. Par x2. Ils sont tous entre x1 et x2. Donc il est plus petit que x2. C'est f de x. Les y, ils sont là. C'est les x, non? Donc E est majoré par x2. C'est une partie de R non vide et majorée. Donc F admet un sup d'après la PBS. Donc d'après la PBS, E admet un sup noté, je ne sais pas comment. C. Donc C, il est là. Et on va démontrer qu'il se passe comme sur le dessin. L'image de C, ça fait bien Y. Il y en a d'autres, mais celui-là convient toujours. Okay. On aurait pu prendre aussi l'inf de ceux qui sont plus grands. Si on a pris l'inf des x tel que f de x plus grand que y, ben, l'ensemble, ça aurait été le complémentaire. Et l'inf aurait donné aussi y. Okay. Il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a une différence fondamentale entre ce qui se passe avant C et après C. Et c'est pour ça qu'on va faire deux raisonnements complètement différents. En fait, on va démontrer que f de C est égal à y en faisant deux inégalités. Et les deux inégalités vont être totalement différentes parce que de chaque côté de C, il se passe des choses différentes. À droite de C, il n'y a plus aucun élément de E. Parce que C, c'est le sup, donc tous les éléments de E sont plus petits que C. Donc à droite de C, tous les éléments sont dans le complémentaire de E. Mais à gauche de C, il peut y avoir les deux cas. Si vous prenez un élément à gauche de C, il peut être ici et être dans E, ou il peut être ici et ne pas être dans E. C'est sur ça que va reposer la démonstration qu'on va faire maintenant. Moi, je voudrais bien prendre un élément qui est à gauche de C, et puis dire, oh bah, il est dans E, puisque C, c'est le majorant, c'est un majorant. Mais il n'y a pas forcément. Donc voilà ce qu'on fait dans ces cas-là. Je me décale un petit peu à gauche. Je vais prendre un n dans n étoiles, et je vais m'intéresser à C moins 1 sur n. Donc je suis à gauche de C, mais je ne sais pas où.
peut-être que C moins 1 sur N, ça m'a mis ici, ou peut-être que C moins 1 sur N, ça m'a mis ici. Je peux être dans E ou pas dans E. Et ça, c'est embêtant. Mais c'est pas grave. C moins 1 sur N, il est strictement plus petit que C. C, c'était le plus petit des majorants, donc C moins 1 sur N n'est pas un majorant. Donc, C moins 1 sur N n'est pas un majorant de E. Donc, il existe un élément dans E qui est supérieur à C moins 1 sur N. Cet élément, je ne sais pas comment je l'appelle, il existe Z appartenant à E, tel que Z soit strictement supérieur à C moins 1 sur N. Et, bien entendu, inférieur ou égal à C, puisque C, c'était le max, le sup. Mais si Z appartient à E, non, c'est pas Z si Z appartient à E, ça veut dire qu'on a ça. Mais ce Z, il dépend de N. Si je prends un certain N, j'ai un certain Z. Si je prends un autre N, j'ai un autre Z. D'accord? Donc ce Z, on peut le noter Zn. Pour chaque N, il y a un Z. Donc c'est le Z de N. Voilà. Donc par définition, Zn appartient à E, c'est-à-dire que Zn est compris entre x1 et x2, et f de Zn est inférieur ou égal à y. Ah oui, j'ai pas remis le n partout. Là, il y a un n aussi. Qu'est-ce qu'elle fait la suite Zn? Vers quoi? Théorème des suites encadrées, Zn tend vers C, elle est coincée entre C et C moins 1 sur N qui se rapproche de C, donc Zn tend vers C. Donc par théorème des suites encadrées, Zn tend vers C. Or F est continu. Ah oui, attendez, avant. Pardon. Un petit souci technique. Quand on dit, moi ce que je veux dire, c'est que F est continu, donc F de Zn tend vers F de C. Mais pour ça, il faut que F soit continu en C. Et rien ne me dit que C soit pas une borne de l'intervalle de définition. Qui ferait que, imaginez que F est défini sur 0,1 ouvert, peut-être que C qui est un sup, il serait égal à 1. Et F, elle n'est peut-être pas continue en 1. Donc là, il faut que je dise la chose suivante. Pour tout n, Zn est compris entre x1 et x2, puisque c'est ça. Et par passage à la limite, donc par passage à la limite, on obtient que x1 est plus petit que c, qui est plus petit que x2. Donc c, il appartient bien à l'intervalle x1, x2, qui est tout entier inclus dans i, parce que i c'est un intervalle. On n'est pas tombé sur une borne de i. Ou si c'est une borne de i, c'est une borne qui est dedans, pas une borne qui est exclue. Donc f est continu en C. F, elle est continue sur i. Donc elle est continue en tout point de i. C est bien un point de i. Donc f est continue en C. Donc on peut passer à la limite là-dedans. Alors, f de Zn tend vers f de C. Et je vais passer à la limite là-dedans. Or, pour tout n,
Zn est plus petit que Y. Par passage à la limite, ce qu'on appelait le prolongement des inégalités ou le passage à la limite dans le chapitre 8, f de C est plus petit que Y. Donc on a déjà une inégalité. Nous on veut l'égalité. On a déjà une des deux inégalités et qui s'est faite en regardant ce qui se passait à gauche de C. Quand on prend C moins quelque chose, ce n'est pas forcément un élément de E, mais on peut trouver entre C et ce C moins quelque chose un élément de E. Et on se sert de ça. Si C moins 1 sur N est là, eh bien il y a en particulier lui qui est dans E, qui est dans mon ensemble bleu, et qui est compris entre les deux. D'accord ? Alors j'ai ici un intervalle qui est très très long, ma fonction elle pourrait faire comme ça, et puis que ce soit des petits bouts d'intervalle les uns à côté des autres. D'accord ? Maintenant, je vais regarder ce qui se passe à droite de C. La question, c'est déjà, est-ce qu'à droite de C, il y a de la place? Parce que C, ça pourrait être x2. Quand on prend le sup d'un ensemble qui est inclus dans x1, x2, on pourrait tomber sur x2. Mais en fait, c'est pas possible, parce que f de C est plus petit que y. Mais f de x2, ça fait y2, qui lui est strictement plus grand que y, puisqu'on avait pris y dans le fermé y1, y2. On avait fait OK si c'était une borne, donc c'est que c'est plus une borne, c'est qu'il est à l'intérieur. Donc on a y strictement plus petit que y2 qui est égal à f de x2 et f de c inférieur ou égal à y. Donc c, ce n'est pas x2. Parce que f de c, il ne peut pas être à la fois strictement supérieur à y et inférieur ou égal à y. Si c, ce n'est pas x2, c'est qu'il y a effectivement de la place entre les deux. Donc je peux prendre un x qui est entre les deux. Soit x appartenant à l'ouvert cx2. Là, on est strictement plus grand que le sup de E. Donc déjà, par définition de C, x n'appartient pas à E. Mais x vérifie bien ça. Puisqu'il appartient à cx2, il est bien dans x1, x2. Donc c'est ça qui n'est pas vérifié. Or, x appartient à cx2 qui est inclus dans x1, x2. Donc, c'est que f de x est strictement supérieur à y. Et maintenant, je fais tendre x vers C+. Dans un monde parfait où mademoiselle Harrock n'aurait pas été malade, j'aurais laissé le dessin au tableau. J'ai pas le choix. Je passe à la limite là-dedans. f de x tend vers f de C parce que f est continu en C. On sait que quand on passe à la limite dans une inégalité, elle devient toujours large. Donc cette inégalité-là devient large. Par passage à la limite, f de C est supérieur ou égal à y. Par antisymétrie de inférieur ou égal, oh la belle question de cours, f de C égale y. Ah oui, c'est une question de cours, il n'y a que celle-là. Il n'y a que ça dedans. Donc y appartient à f de y. Au début, c'est les cas foireux. Si y1 égale y2, on prend y entre les deux. Si y égale y1, si y égale y2, si x1 n'est pas plus petit que x2, on fait la symétrie. Tout ça, c'est les cas foireux. Ça commence quand on fait le dessin. On construit le sup. À gauche du sup, il y a des éléments qui sont dans E et d'autres qui ne sont pas dans E. Mais à droite du sup, il n'y a que des éléments qui sont dans E, qui ne sont pas dans E.
comme ils sont tous en dehors de E, ça c'est vrai pour tout x dans cet intervalle-là. Donc on peut dire, on fait tendre x vers C. Mais à gauche, on ne peut pas faire tendre x vers C. Parce que si x tend vers C à gauche, il peut traverser des éléments qui sont dans E, d'autres qui ne sont pas dans E, d'autres qui sont dans E, d'autres qui ne sont pas dans E. On n'a pas une inégalité qui est vraie tout le temps. Donc on est obligé de fonctionner avec notre C-1 sur n pour revenir à la caractérisation du sucre. D'accord? D'où la conclusion. Donc il faut bien trier ce qu'il y a dedans. La démonstration des deux inégalités, elle est vraiment centrale là-dedans. Au contraire, le début, c'est tous les cas un peu foireux. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'oublie, parce qu'ils sont foireux. C'est important, je ne sais pas d'oublier. Voilà, le TBI, énoncé mathématique. L'image d'un intervalle par une application continue est un intervalle. Et donc, conséquence pratique, vous vous en servez en général de la façon suivante. Si f de i dans R est continu, si on prend A et B, deux éléments quelconques de i, alors toute valeur comprise entre f de A et f de B est atteinte par f. C'est ça le côté intuitif. Dès que f prend deux valeurs, toutes celles entre ces deux valeurs sont aussi des valeurs de f, sont aussi atteintes par f. Et puis en général, ce qu'on utilise plutôt, c'est le cas particulier suivant, qui lui a été énoncé au départ par Bolzano. C'était avant qu'il se marie avec Weierstrass. C'était Bolzano tout seul. En fait, la plupart du temps, c'est qu'avec 0 qu'on travaille. L'idée, c'est si f va de AB dans R, continue, et la continuité, il ne faut pas l'oublier dans ce chapitre-là. Hein. On n'a que ça, c'est le titre. Si f va de AB dans R est continue, avec f de A et f de B de signes opposés. Ah oui, de signes opposés. Il faut mettre un S. Parce que pour qu'il soit opposé, il faut qu'il soit au moins 2. S'il n'y a qu'un signe, il est opposé à quoi? Ça n'a pas de sens. Avec f de A et f de B de signes opposés, eh bien il se trouve que si l'un est positif et l'autre est négatif, 0 est entre les deux. Alors, il existe un C appartenant à AB tel que f de C égale 0. Et la plupart du temps, c'est ce cas particulier qu'on utilise. De toute façon, quand vous avez une égalité à démontrer, en passant tout du même côté, vous vous ramenez facilement à égal 0, donc on peut toujours se ramener à quelque chose comme ça. Ça, mine de rien, c'est fondamental. Et vous allez voir des exos dans le TD où on va mettre en place ce truc-là. Mais vous aurez, vous, une initiative à prendre que si vous ne la prenez pas, vous n'y arriverez pas. On va vous dire, par exemple, je sais pas, vous avez le TD là sous les yeux? Le TD 10? Il y a des gens plus fiables que d'autres, je sais que ce sera plus rapide pour certains que pour d'autres. Il faut quand même regarder, c'est pas parce que je l'ai que... Lui déjà, premièrement, il n'a plus rien. Évidemment, toi, tu vois toujours pas. Regardez par exemple l'exercice 12, l'exercice 13, l'exercice 11, l'exercice 10, enfin en gros de 10 à 13. Vous voyez comment il est fait le 10? Il y a des hypothèses. Montrer qu'il existe un x0 tel que un machin égale un bidule. Le 11, montrer qu'il existe x0 tel que f de x0 égale x0. Le 12, montrer qu'il existe c tel que f de c égale f de c plus 1 demi. Le 13, montrer que l'équation f de x égale x a au moins une solution. Donc c'est-à-dire qu'il existe un x0 tel que f de x0 égale x0. Nous, on se ramène toujours à ça. Vous prenez l'égalité que l'énoncé vous donne,
vous passez tout du même côté. Ça vous fait égal 0. Ce qui est de l'autre côté, vous lui donnez un nom à cette fonction. Par exemple, dans l'exercice, je sais pas moi, le 12, vous passez le f de c plus 1,5 de l'autre côté. C, vous ne le connaissez pas, c'est ce que vous cherchez, vous le faites varier. Et vous posez par exemple g, l'application qui à x associe f de x moins f de x plus 1,5. D'accord? Et à cette fonction-là, vous essayez d'appliquer le TVI. Enfin, il s'appelle Bolzano, mais il s'appelle aussi TVI. Hein. Lui, il est rigoureusement équivalent au TVI. C'est un cas particulier parce que je ne prends pas n'importe quelle valeur, je prends 0. Mais en passant tout du même côté, il est équivalent au TVI. Tout ça, ça s'appelle TVI. Et donc, vous démontrez que la fonction g, du 12, là, il y a un point où elle est négative, il y a un point où elle est positive, et qu'elle est continue. D'après le TVI, elle va forcément s'annuler dans l'ensemble. D'accord? Quand vous avez un exercice comme le 11, f de x0 égale x0, il faut bien comprendre que c'est le même x0 des deux côtés, et que vous ne l'avez pas. C'est pas comme si on vous disait, montrez que les x0 tel que f de x0 égale 2. Là, 2, c'est une constante connue. Mais là, c'est x0 qui est une constante aussi, mais inconnue. Donc, vous n'avez pas d'autre possibilité que de passer tout du même côté pour vous ramener à droite à une constante connue. Et vous faites varier, c'est-à-dire que l'élément que vous cherchez, vous le remplacez par x. Ou par t, ou par u, ou par ce que vous voulez, mais par la variable de votre fonction. Ok? Tant qu'on n'a pas la dérivée, tous les exercices où il y aura montré qu'il existe c tel que, tous se feront avec ça. Quand on aura la dérivée, on verra un deuxième théorème qui a la même allure que celui-là, où on vous dit montrer qu'il existe c tel que quelque chose. Donc une fois qu'on aura dérivé, on aura deux résultats possibles. Soit le TVI, soit ce deuxième théorème. Après, il faudra voir lequel on a fait. L'autre, c'est pas avec f de c égale 0, c'est avec f' de c égale 0. Donc ça veut dire que dans votre formule, il y a forcément une dérivée qui apparaît. Tant qu'il n'y a pas de dérivée, c'est obligatoirement ça. D'accord? On passe tout du même côté. La lettre qu'on cherche, on la remplace par x. Ça fait une nouvelle fonction. Cette fonction, on l'étudie. Il faut un point où elle est positive, un point où elle est négative, et qu'elle soit continue. Et on applique ça. Ça va? Attention, ça ne vous donne pas l'unicité. Jamais le TVI ne donnera une unicité. Jamais. C'est pour ça qu'on vous a créé cette espèce de truc bizarroïde qui s'appelle le corollaire du TVI, parce qu'il fallait avoir l'unicité. Nous, on sait que ça ne s'appelle pas le corollaire du TVI, ça s'appelle bijection. Parce que votre corollaire du TVI, c'était si elle est continue et strictement monotone, alors il y a unicité. Bah oui, parce que nous on sait que si elle est continue et strictement monotone, alors elle réalise une bijection de I sur J égale F de I. D'accord? Donc il n'y a plus de corollaire du TVI, il y a le mot bijection. Quand on n'a pas la monotonie, qu'on n'a que la continuité, on applique ça, on a l'existence, on n'a pas forcément l'unicité. D'accord? Sur le dessin, il n'y avait pas du tout unicité, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait unicité. Voilà pour ça. J'ai encore quelques petites choses à faire, puis après on fera quand même quelques exos, enfin, au moins un exo. La contraposée. Vous vous souvenez de ce que c'est la contraposée? C'est quoi la contraposée de A implique B? Et c'est quoi la négation de A implique B? A et non B. Il y a moins de monde qui répond. J'avais dit dans 2 mois je leur demanderai. J'ai un peu raté le coche, mais je peux quand même leur demander. Donc la contraposée, c'est non B implique non A. Elle est équivalente à A implique B. Donc le résultat qu'on va énoncer là, il est équivalent au TVI. Ça s'appelle aussi le TVI.
quand on l'applique. Qu'est-ce qu'il dit le TVI? Si f est continu, si f prend des signes opposés, alors elle s'annule. La contraposée, c'est si f ne s'annule pas, alors elle ne peut pas prendre des signes opposés. Donc c'est qu'elle garde un signe constant. Donc si f, qui va de i dans R, est continu et ne s'annule pas, alors f garde un signe constant. Parce que si elle ne gardait pas un signe constant, ça veut dire qu'elle prendra une valeur positive et une valeur négative, et d'après le TVI, elle s'annulerait entre les deux. Mine de rien, c'est ce qu'on vous fait appliquer depuis votre plus tendre enfance dans les tableaux de variation. Quand vous faites votre tableau de variation, vous avez un tableau comme ça, par exemple. Elodie, elle ne verra pas, c'est bien fait pour elle. Et là, vous devez mettre un signe, là. Comment vous mettez le signe? Vous dites, en 0, c'est positif, donc là, c'est plus. Mais pourquoi est-ce que si c'est positif en 0, c'est positif partout sur 0,1? Qu'est-ce qui vous dit ça? Parce que f', parce que là, c'est la dérivée, ça. Parce que votre fonction f' est continue, donc en fait, parce que f était de classe C1, alors qu'on ne vous avait jamais parlé de ce que c'était ce bazar, f' est continue, vous connaissez tous les points où elle s'annule, donc ça veut dire qu'entre deux, elle ne s'annule pas. Donc si elle prend une valeur positive, et si elle ne s'annule pas, c'est qu'elle garde un signe constant, eh bien c'est qu'elle a le même signe sur tout l'intervalle. Donc cette idée-là de dire on prend un point et puis on a le signe partout, c'est l'application du théorème des valeurs intermédiaires à f'. D'accord? Donc en fait, cette idée-là, vous l'avez déjà rencontrée et déjà utilisée. Sauf qu'on vous a dit, faites comme ça, puis vous ne posez pas de questions, et vous avez dit, ok, je ne poserai pas de questions. Mais maintenant, il faut poser des questions. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Est-ce que j'ai un truc court avant de faire l'autre? J'ai un truc assez long. Ah oui, un petit truc court. L'exemple. Ouais. Non, non, du tout. Non, non. Si, A et B ne sont pas forcément extrémités, mais si ils sont en plein milieu, tu peux appliquer ça à la restriction de F sur AB, ça marchera de toute façon. D'accord? Mais le C sera entre A et B. Même si F est défini sur un intervalle plus grand, tu sais qu'il y en aura au moins un entre A et B. Peut-être qu'il y en aura aussi un en dehors, mais il y en aura au moins un entre A et B. D'accord? Je prends un polynôme de degré impair. Pourquoi de degré impair? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un polynôme de degré impair en plus l'infini? Pas forcément plus l'infini, parce qu'il y a un coefficient devant. F va commencer par ANXN. N est impair et AN n'est pas nul. Elle tend vers quoi en plus l'infini? Vers le signe de AN fois l'infini. Et en moins l'infini. Le signe de AN fois moins l'infini. L'imparité, elle sert à ça. Moins l'infini à une puissance impaire, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc, f de x tend, quand x tend vers plus l'infini, vers signe de AN fois l'infini. Et f de x tend, quand x tend vers moins l'infini, vers moins signe de AN fois l'infini. Alors, pour fixer les idées, imaginons que AN soit positif strictement. Là, la limite, c'est plus l'infini. Mais si la limite, c'est plus l'infini, il y a un moment où f prend une valeur supérieure à 1, par exemple. Si la limite, c'est moins l'infini, il y a un moment où f prend une valeur inférieure à moins 1. Donc elle a une valeur négative, elle a une valeur positive.
On applique ça, puisqu'un polynôme c'est continu, alors elle s'annule forcément entre les deux. Donc tout polynôme impair a au moins une racine. C'est pas vrai pour le polynôme pair. Polynôme pair, quand vous avez delta qui est strictement négatif, dans R, il n'y a pas de racine. Mais pour un pair, ça marche toujours. Il y a toujours au moins une racine. Pour un polynôme de degré 3, les graphes, il n'y a que 3 possibilités, je l'ai dit une fois. Soit ça fait ça. Il y a une racine réelle et une seule. Soit ça fait ça. Il y a 3 racines réelles. Soit il y a le cas rigolo. Il y a une racine simple et une racine double. Il y a 2 racines réelles. Mais il ne peut pas y en avoir 0. Si la limite c'est moins l'infini ici et plus l'infini ici, par continuité, on va forcément couper 0. Donc, là on peut dire qu'il existe un grand A1 appartenant à R tel que f de grand A1 soit supérieur ou égal à 1, et il existe un grand A2 appartenant à R tel que f de grand A2 soit inférieur ou égal à moins 1. Par exemple, prends 1 et moins 1 parce qu'il faut bien fixer des valeurs. D'après le TVI, il existe C appartenant à l'intervalle A1, A2 tel que f de C égale 0. La conclusion, c'est donc que tout polynôme de degré impair a au moins une racine réelle. C'est pas vrai pour ceux qui sont pairs. Ceux qui sont pairs, la limite c'est plus l'infini ici, plus l'infini ici, ça pourrait faire ça, et puis que ça ne coupe pas du tout l'axe des abscisses. Voilà, j'arrête là le cours pour aujourd'hui. On a à faire encore un exemple de dichotomie, ça c'est pas rigolo du tout, mais c'est pas grave, on fera. Dans la pratique, comment trouver la valeur de C? Pour trouver la valeur de C en général, c'est par dichotomie, c'est-à-dire par encadrement. On cherche des points où f est positif, des points où f est négatif, puis on les fait se rapprocher de plus en plus jusqu'à encadrer la valeur qu'il nous faut. Là, c'est un petit peu long à mettre en place, donc je préfère avoir le temps de le faire à la prochaine. Et puis il y aura le deuxième gros morceau, qu'on appelle le théorème des bornes atteintes. Vous verrez ça mercredi. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Alors, exercice maintenant. On a de l'arithmétique à faire. Donc là, on a fait quoi? On a fait juste le 3A? 1 et 3. Donc Ludivine, elle fait le 2. Ce serait bien que quelqu'un fasse le 3B. Juste le 3B. C'est Jean-Maxime. D'accord. Et puis le 3C, on fera ça. Il y a de la place pour le 3C. Ah, je veux bien. Il n'est pas très dur. Je veux bien le 3C pour... Attends, 3 secondes. Parle plus fort. Parle plus fort. On partage de connexion ou pas? Normalement, non. Après, toujours que le 3C, je sais pas s'ils en vont faire. Et sinon, c'est pas grave, j'en ai besoin. Non, pas. Oui, c'est bien, ça filme tout. Tu peux le couper la boîte, non? Vu que j'ai plus le coup. C'est Alain Perrin, c'était ancien Perrin de Sac. Il est allé à Lyon, à Marseille. Maintenant, il est parti à Marseille. Doré la pilule.
pas un droit voisin. Alors l'exo 2, il est intéressant, on appelle ça le théorème d'Eisenstein. C'est un matheux qui s'appelait Jean, je ne sais pas celui qui a fait le cuirassé Potemkin, le cinéaste russe, c'est le même nom, mais là c'est un français qui s'appelle Jean Eisenstein. Et c'est intéressant parce que ça permet, quand on a un polynôme, de trouver toutes les racines rationnelles. Déjà, nous on a, jusqu'à maintenant, on avait des solutions évidentes. 0, 1, moins 1, 2, moins 2. Bon, à part Amine qui peut trouver 3 huitièmes et moins 5 quarts comme solution évidente, pour les autres c'était un peu limité. Là on peut trouver toutes les solutions polynomiales. D'accord? Donc on va regarder comment elle fait, si ça ne me plaît pas on fera autrement. Mais l'idée c'est que un P sur Q qui serait solution vérifierait forcément des conditions qu'un nombre fini de rationnels seulement peuvent vérifier. Et donc il suffit de passer en vue toutes les possibilités de ceux qui peuvent marcher et de regarder si ça marche ou pas. Quand il n'y a qu'un nombre fini de valeurs possibles, on sait qu'on peut les trouver. On peut prendre le temps de tout vérifier un à un. C'est quand il y a une infinité qu'on n'est pas sûr de terminer avant de mourir. Comment? Il y a des nombres finis plus ou moins grands, si on fait ça. Bah ouais. Ouais, mais d'un point de vue théorique, dans ta calton, c'est bien, tu lances ton ordinateur, tu peux faire une petite boucle, même si ça se trouve, et tu fais tout ça. Tu n'es pas obligé de tout taper un par un avec tes gros doigts boudinés. Elle est marrante parce qu'elle nous raconte un peu des bobards. Ça marche pas? Ben, je sais pas, je vois pas en quoi ça appartient à Z. Bah, si c'est. On sait que AI. Oui, donc ça appartient à Z, je suis d'accord. Et ça? Parce qu'à la somme. Ah bon? Non. 3,1 plus 0,9. Ah oui, effectivement. Ça appartient à Z. Mais ça veut pas dire que 3,1 appartient à Z. Bon, bah, du coup, j'ai. Pourtant, ça va marcher, hein, mais pas comme ça. Tu fais juste cette ligne-là, 20. Bon, je vais me mettre là-bas. Ah, mais non, monsieur, je vous l'ordi. Ah ouais, tu nous saoules, toi. Ah, ouais que... Hein? Non, mais arrête, je pense C'est quand même mon que... équilibre précaire. Et j'ai fini, du coup, je passe aux autres questions. Bah, tu me laisses me démerder avec ça, puis toi, tu fais la suite, c'est ça? Oui. Ok, y a pas de problème. Donc... Faut pas taper dans ma tête. Là, ça tient sur les murs et une gomme. Donc on remplace x par p sur q. Ça donne ça. Mais nous, on travaille dans z, on fait de l'arithmétique dans z, il nous faut que des entiers. Or là, on n'a pas des entiers, on a des rationnels. Donc on multiplie par q puissance n. Ça fait A0 plus A1 P puissance n-1 Q plus etc. plus AN-1 P Q puissance n-1 plus AN Q puissance n égale 0. Bon, je vais tout virer. L'idée, c'est que... non, j'ai oublié P puissance n. L'idée, c'est que tous les termes sont divisibles par P, sauf lui. Donc, on isole celui-là. AN Q puissance n, c'est moins A0 P puissance n-1, moins A1 P n-1 Q, moins AN-1 P Q puissance n-1. P divise tout ça. C'est P fois quelque chose pour tous les termes. Donc P divise AN Q puissance n. Or P est premier avec Q. Et on a vu en cours que si P est premier avec Q, P est premier avec Q puissance n. Donc le PGCD de P et Q égale 1. Donc le PGCD
de P et Q puissance n égale 1. Vous avez vu en cours, c'était quand on a dit on fait le produit de toutes les relations de Bézout. Là, vous écrivez la relation de Bézout pour ça, vous élevez à la puissance n, et ça vous donne P fois quelque chose, plus Q puissance n fois quelque chose égale 1, et ça vous fait Bézout. Comment on conclut maintenant? Lemme de Gauss. Et on trouve que P divise AN. Et on peut faire pareil avec Q. Tout ça, c'est des multiples de Q. Donc lui, c'est un multiple de Q. Or Q, il est premier avec P, donc premier avec P puissance n. Donc d'après Gauss, Q divise à 0. Donc de même, Q divise à 0. Mais des diviseurs de AN, il n'y en a qu'un nombre fini. Des diviseurs de A0, il n'y en a qu'un nombre fini. Donc il y a un nombre fini de P et de Q possible. Donc il y a un nombre fini de P sur Q possible. Ben, on les essaye tous, et on trouve dedans s'il y a une racine rationnelle ou pas. Et toutes les autres seront irrationnelles. D'accord? Oui. L'idée c'est que, donc, on remplace x par P sur Q, on multiplie par Q puissance n pour virer les dénominateurs. On arrive à ça. Tous les termes sont des multiples de P. Sauf lui. Donc on le met de l'autre côté. Et puisque tout ça c'est un multiple de P, ça c'est un multiple de P. Donc P divise à n Q puissance n. Or P est premier avec Q. Donc il est premier avec Q puissance n. D'après Gauss, c'est que P divise entièrement à 0. Donc P divise à n. P divise à n. Et de même, Q divise à 0. Et donc ici, A0 c'était le coefficient dominant et AN c'était le coefficient constant. Donc j'espère que c'est ce qu'elle fait. Voilà, donc elle dit si P divise Q, P divise A3 qui est le coefficient constant, c'est-à-dire 1, et Q divise A0 qui est le coefficient dominant, c'est-à-dire 1. Il y a des moins 1 aussi. Les diviseurs de 1, il y a 1 et moins 1. Super, ouais. Sauf que ça fait moins 1. P divise 1, donc P égale plus ou moins 1. Q divise 1. 1 n'appartient pas à Q. Mais où va-t-on? Bah, c'est pas la forme P sur Q. Ah bon? C'est 1 sur 1. Hop là. Du coup, Or, donc, P sur Q, c'est plus ou moins 1. Or, 1 et moins 1 ne sont pas racines. On vérifie dans ton équation. On vérifie dans l'équation que 1 ça marche pas et que moins 1 ça marche pas. Conclusion, j'ai plus beaucoup de place mais je vais serrer. Pas de racine. Donc, et on a démontré que ce poème n'avait pas de racine rationnelle. Maintenant, pour celui-là, nécessairement P divise moins 5 et A divise 3. À 3, c'est pas égal à moins 1. Comment? Parce que le polynôme, c'est x cube moins x moins 1. A3, c'est moins 1? Ça change rien. Hein. Les diviseurs de moins 1, c'est 1 et moins 1. Pareil. Donc ici, P divise moins 5 et Q divise 3. Donc c'est là où on va... Donc P c'est 1 moins 1, 5 ou moins 5. P c'est plus ou moins 5, mais Q c'est forcément... Et Q c'est... Alors Q on peut lui imposer d'être positif lui. Donc Q c'est 1 ou 3. Q il appartient à n étoile. Donc tous les quotients possibles, ça fait un paquet. Hein. oui, mais le seul qui fonctionne. Ouais. Maintenant on va dire. Donc P sur Q appartient à l'ensemble moins 5, moins 1,
1, 5. Moins 5 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers, 5 tiers. Et puis tout cela divisé par 3. Il n'y a que 8 rationnels possibles parmi les solutions de cette équation. Alors il faut essayer. Donc elle essaye, elle vérifie que combien? C'est tout? T'as trouvé les autres ou pas? Bah, les autres. C'était quoi la question posée? C'était trouver l'ensemble des solutions. Voilà, donc toi t'en as trouvé une. Oui, il y en a une. Ben, il y en a 3 en fait, c'est de degré 3. Après, on factorise les discriminants et puis là, Voilà, maintenant on Ah, il factorise. faut factoriser. discriminants, Donc attention, je vous montre pour la factorisation. Oui, 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 oui. Pour Q, c'est ce qu'on a fait dans le petit c. C'est ce qu'on a fait ici. Là on a mis 1 ou 3. Mais ça change rien. Ça fait quand même moins 1 ou 1. Florian. Oui, oui, bah c'est que c'est... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Où est-ce que j'ai foiré un truc? C'est AN. Non, mais AN plus puissance N, c'est lui. c'est A0 P puissance N. Ah oui, d'accord. Oh là là, quelle mesquinerie. Franchement. Le feutre, il est où? Oui, du coup, j'ai Vas-y, oublié vas-y, de faire la vas-y. factorisation après. Comment? J'ai oublié de faire la Ouais, ouais. factorisation. Vas-y, vas-y. Donc maintenant, on peut dire que P égale, on factorise par quoi? X moins 1 tiers. Mais ça, c'est une grosse erreur de factoriser par X moins 1 tiers. Parce qu'on introduit des non entiers. On va factoriser par 3X moins 1. Faut surtout pas que ce soit nous qui apportions des non entiers, puisqu'on travaille dans le chapitre d'arithmétique. Et donc, on va mettre en facteur 3X moins 1. Et tout va se passer avec des coefficients entiers. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas les énoncés, donc je suis un peu perdu, mais... Donc, ça commence par 3x cube. Donc là, on met x carré. Ça fait bien 3x cube. Mais ça fait moins x carré. Il m'en faut plus 8. Donc, il faut que je rajoute 9x carré. Mais comme là, il y a 3x, je mets 3x. Ça rajoute bien 9x carré. Mais ça met moins 3x. Comme ça met moins 3x, moi, il m'en faut plus 12. Il faut que j'en rajoute 15 des x. Mais comme là, il y a déjà 3x, il faut que je mette ici plus 5. Et puis 5 fois moins 1, ça fait moins 5 et ça fait bien mon coefficient constant. Et puis après, on fait delta et tout le tralala, quoi. Delta, ça fait quoi? Moins quelque chose, forcément, puisqu'on aurait... Oh non, ça peut être des relais, mais pas rationnel. Ah oui, non, là, Ça fait quoi? 9 moins 20? Non. Moins 11? Sans déconner. C'est pas. Moins 3, plus ou moins racine, moins i racine de 11 sur 2. Bon. C'est pas grave, ça arrive. Ah bah là, non, on est plus dans les. Bon, Ça fait pas mal, donc... Juste si je me suis gouré, c'est pas ça, mais si c'est ça, c'est ça. Mais on a factorisé et on a réussi à trouver toutes les racines. ouais, mais là, on a quitté l'arithmétique. On avait un degré qui était un peu trop grand, il fallait le faire baisser. Grâce à une racine, on peut le faire baisser. Et là, on a un moyen de trouver toutes celles qui sont rationnelles. D'accord? On est un peu nomade aujourd'hui. Jean-Maxime, t'as le temps de faire le B? Non. Bah ça dépend. C'est déjà précaire, mais c'est de pire en pire. Et j'espère que ça enregistre le son depuis tout à l'heure quand même. JM au tableau. C'est une première, je crois, non? Côté gauche du tableau blanc. Vous allez faire où ce soir? Ouais, c'est bien. Alors, un petit peu plus d'énergie dans l'effacement du tableau, s'il vous plaît. Voilà, c'est Non, 10 minutes. On n'a pas de couleur. Ah, ok. Il est où le stylo? Prends un stylo. dans la main de Il est dans la main de mon
Ça va pas se passer comme ça. Pardon. La quelle sauce dit la même chose? Pourquoi? Pour la. Ah, oh. C'était pas les. Pas la Aussi, si, elle fait les complètes. Bien sûr qu'elle fait ça. Bien sûr qu'elle fait ça. J'ai vu que tu l'as à la main, c'est bon. Ouais. Est-ce que la propriété PGCD d'AB est égale PGCD de BR? C'est vrai, même si c'est pas une, même si c'est pas euclidien? Même sans Même si condition sur le R reste. est- Ouais. Ah d'accord. Quel que soit le R. Ok, ça marche. Merci. Ah ouais. Il est sale ton écran. Non, monsieur. Ça, elle est où la caméra? Elle est là? Non, s'il vous plaît. Après, vous aurez plus d'ordi pour faire les cours à distance. Non mais il est sale ton écran. Ah, les futurs cours à distance, c'est vrai. Ah oui, quand on va être tous chez nous. Ouais, ça pue quand même, monsieur. Ça Ah non, ça, c'est ça, par contre. À 19h il parle. Mathis, Ah non, c'est plus encore. Castex et Léon. Oh, je suis cassé, c'est bon. Mathis, T'as pas l'orange, s'il te plaît. C'est vrai que c'est une caricature. Pas encore, personne. Ouais, est-ce que l'accent champenois est sérieux? On ne sait pas. Un lieu. Je suis arrivé à Paris, on ne peut pas me faire paysan. C'est la façon avec laquelle tu parles. Ouais, mais Castex aussi. Hein. C'est vraiment la façon avec laquelle il parle. Juste, t'es pas habitué. On a dû vendre Pays Basque ou l'espagnol. Des affaires. Tu m'écris, ça fait temps. 2021, c'est ça. Ah oui. Pas compliqué, 143. Tu fais 80, tu fais 80 machin, tu faisais pas mal. Sinon, il y avait un moment. C'est naturel. Ah oui, voilà. Mais tu dis qu'à 189 sur 3, tu sais pas, on dit tranquille. Même ça, c'est très mal de l'air. Tu te casses, t'en as marre. Je savais pas que c'était Baptiste qui décidait de quand on arrêtait. Tu colles là, on dirait, non? T'as un peu la pression, tu vois? Ouais, ouais. Saut droit. Oh, ça va, tu colles pas des châtas ce soir. Je peux pas te prendre. Il ne colle pas non plus.
Pourquoi t'as vu ça, Mathilde? Mathilde. On est deux en plus. Non, non, j'ai pas vu ça. Ah non. Moi, si. C'est l'expérience. Là, t'as déjà vu ça, Un passage. Ah, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose. Comme le bambou. Oui, 3 lignes par tableau, pas plus. Sinon, il voit pas. Et après, les autres, du coup, ils se marrent parce que. Bah oui, 3 lignes par tableau, pas plus. Ah non, c'est demain. Ah, Mathilde. Mathilde. Il y a des degrés quand même. Ah bah c'est ça que je fais. Peut-être qu'il oubliera surtout l'exemple. Ça, c'est une expérience à vivre. Ah oui. C'est devenu l'air. Ça, comment tu t'appliques, JM? Ça, c'est Comment tu t'appliques? avec Didi, quoi. Ah, c'est une bonne expérience, hein, pour ceux qui sauraient. En général, c'est dans l'heure qui suit le mail. Ils m'envoient les notes et puis ils sont résumés, mais là, c'était. C'est ça aussi qui m'a vu. Est-ce qu'il a réussi à parler? On va mettre, j'ai eu un groupe très fort, mais ironiquement, quoi. Mais dans la minute qui suivait suite de Mulder, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont mis d'accord pour me faire chier ce soir? Je continue là. Tu peux effacer Efface. pour 3 lignes. Le pire, ils font des captures d'écran. Ah, c'est vrai. Bah, le jour où il faut. C'est bon, tout est fait en vidéo là. Ah, il était bon. Quand les heures le lundi, dans le mardi. Attends, mais il a fait. Non, mais t'avais fait c'est quoi là? Vous connaissez ça? Ah ouais, non. Ah mais c'est pour les deux groupes, hein. Ils m'envoient le mardi pour les deux groupes. Donc si vous avez que le lundi, ça peut être vous les boulets. Mais c'était les deux groupes, hein. Ils m'avaient vraiment... Ça fait beaucoup là, non? Sur les Non. En fait, c'est une courbe c'est d'exo, gentillesse du colleur. Plus le colleur est gentil, plus les exos. Ouais, c'est vrai. Ah, t'as super sympa, mais les exos. Ouais, les exos sont bien. Les exos impossible. Les super sympa. C'est pas genre. Ouais, voilà, c'est bon ça. Yacine. Ah oui, non mais gars. T'as pas chez nous, gars. C'est un bon sujet. Il est ça? On l'a acheté au cadeau. Il a des premières collections. Ah oui, donc. Qui ça? En fait, dans l'année, ils sont deux à avoir fait ça. J'ai proposé si vous voulez collecter. Mais comme il a l'armée, je vais voir. Et donc il m'a dit, bah, moi je peux pas, mais si vous voulez, il y a Oscar qui est pas contre pour le faire. Oui, mais il avait aussi X. Ah ok, oui. Oh, il se sent choix sympathique. C'est ça. Oh bon. Ouais, C'est pas trop le choix. c'est le problème que moi, quand il y a pas de soucis. Mais si, chacun là à son niveau. Au concours, des fois tu hésites entre deux écoles et il faut que tu les classes. Moi je comprends pas qu'on fasse qu'on hésite entre deux choix-là. Moi le S c'est poétique. Le S t'es payé, c'est pas... C'est vrai. Ta route elle est tracée, t'es en grosse zone. Et après, Quel chômeur. t'as vu comme c'est la cinéma. Attends, vraiment, je rigole pas. Ah ouais? Ah, je suis mort. C'est qu'il y a eu au moins ça. Le Grand Bleu, j'ai eu la première séance publique en France. J'avais intégré l'ENS. Il est sorti, il a été sorti un mercredi à midi, le soir au Festival de Cannes. Et le film à midi n'était pas encore arrivé, les bobines n'étaient pas encore arrivées à 14h seulement. J'étais à 14h. Ah, c'est tranquille une fois qu'on a intégré les trucs. Bah oui, c'est complètement différent. Les gars qui vont faire les guignols au pont, au mine, je sais pas.
J'avais dit, si j'ai pas une neige, j'en peux pas le à côté. Même mixture. Bah, ça s'est pas posé. J'ai pas eu. Mais je l'avais dit avant. Mais du coup, je l'ai pas eu. Quand t'annonces ça, il n'est pas motivé. Et donc, du coup, tu l'as pas. Ouais, j'ai un odeur, c'est bon, c'est inenvisageable. Mais ça, c'est pas compliqué. Tu as le droit d'en faire telle école. J'avais des pompes. J'avais pas le reste de l'école. Qu'est-ce que je fais? Je regarde la brochure. C'est genre, on part un stage de 15 jours dans une garde des affectifs, ils vont terminer, ils sont pas là. Ouais. Et c'est là où elle est, Jaron. Elle a été 3 semaines un stage au mine, je sais pas où, au bout de la France. C'est hyper stylé. Donc, 3B. On descend l'algorithme d'Euclide. Les valeurs, c'est ça tout le monde, je comprends. Oui, c'est ça. On descend l'algorithme d'Euclide. Là, on met normalement 1 divise, je sais pas quoi, 206. Donc, S est différent du vide. Recherche de solution particulière, on remonte l'algorithme. On trouve 1 égal, on multiplie par 206, on a une solution particulière. Recherche de toutes les solutions. Donc là, on a le droit de faire Enter. Hein, on a le droit d'aller à la ligne ici. Parce qu'on n'est pas le temps d'en faire la même chose. Le seul mec qui met des titres pas au début de la ligne. Mais bref, c'est pas grave. On y va par équivalence. Il y a le lemme de Gauss. Bon, on l'appelle le lemme, mais tu mets comme tu veux, c'est pas la demande, c'est Gauss. Et ici, pour ce cas, X convient si et seulement si. Et on conclut. C'est bon? Oui. Vous avez une séance de rattrapage sur ça avec le 3C mercredi ou jeudi. Il y a encore le 3C qui est comme ça. Oui. Ah non, c'est ceux qui n'ont toujours pas compris notre séance de rattrapage. Au revoir Elodie. Putain, à 1h46, je vais galérer.